Au début, rien ne paraît vraiment inquiétant. Une remarque un peu sèche, justifiée par la fatigue, un oubli expliqué par le stress, une critique glissée sur le ton de l'humour, que vous prenez à la légère. Vous vous dites que personne n'est parfait, que les relations impliquent des ajustements, que vous êtes peut-être un peu trop sensible. Puis, avec le temps, ces petits incidents cessent de vous surprendre. Ils deviennent familiers, presque attendus. Vous anticipez les réactions, vous adaptez votre discours, vous évitez certains sujets. Et un jour, sans que vous sachiez exactement quand cela a commencé, vous réalisez que ce qui vous aurait autrefois blessé vous semble désormais normal. C'est ainsi que certaines dynamiques relationnelles s'installent. Non pas par un événement spectaculaire, mais par une répétition. La psychologie sociale a longuement étudié ce phénomène. Lorsqu'un comportement est répété dans un contexte stable, notre cerveau tend à l'intégrer comme une norme. Ce mécanisme est adaptatif, il nous permet de prédire, de nous ajuster, de réduire l'incertitude, mais il a un effet secondaire plus subtil. Il peut nous amener à tolérer l'intolérable. Dans une relation, la norme ne se définit pas uniquement par des règles explicites. Elle se construit à travers des interactions répétées. Si, à chaque désaccord, l'un des partenaires minimise l'émotion de l'autre en disant « tu dramatises » et que cette réaction se répète, le message implicite devient clair. L'expression émotionnelle est excessive. Progressivement, celui qui se sentait blessé commence à douter de sa propre légitimité. Il apprend que son ressenti est exagéré. Ce n'est pas qu'il ne souffre plus, c'est qu'il a intégré l'idée que sa souffrance n'a pas sa place. Ce processus repose sur un principe cognitif bien connu, l'habituation. Ce qui choque au départ cesse de provoquer la même réaction émotionnelle lorsqu'il est répété. Ce n'est pas que le comportement devient sain, c'est que le seuil de tolérance se déplace. La banalisation est rarement brutale. Elle avance par petites touches. Une remarque déplacée devient une blague récurrente. Une absence d'excuse devient un trait de caractère. Une jalousie envahissante devient une preuve d'attachement. Chaque étape paraît isolée, mais l'ensemble dessine une transformation plus profonde. Il est important de comprendre que la toxicité relationnelle n'est pas toujours spectaculaire. Elle ne se manifeste pas nécessairement par des insultes, des menaces ou des violences visibles. Elle peut se loger dans des micro-comportements répétés, une ironie constante, un mépris à peine voilé, une inversion des responsabilités, un contrôle déguisé en protection. Pris isolément, chacun de ces comportements peut être rationalisé. Ensemble, ils créent un climat. Le climat relationnel est un concept central en psychologie des dynamiques interpersonnelles. Il ne s'agit pas d'un événement ponctuel, mais d'une atmosphère émotionnelle durable. Dans un climat toxique, l'un des partenaires peut se sentir régulièrement en position d'infériorité, d'explication, de justification. Il n'y a pas toujours de conflit ouvert, mais il y a une tension diffuse, une impression d'être constamment évalué. Ce climat devient la référence, et ce qui aurait autrefois déclenché une réaction ferme est désormais perçu comme une simple caractéristique de la relation. La banalisation repose également sur un mécanisme d'adaptation émotionnelle. Lorsque l'on est exposé de manière répétée à une situation inconfortable, le système nerveux cherche à réduire la charge émotionnelle. Cela peut passer par une rationalisation. Il est comme ça. Elle a un caractère fort. C'est moi qui prends tout trop à cœur. Cette rationalisation protège à court terme. Elle évite le conflit. Elle préserve le lien. Mais elle a un coût. Elle érode progressivement la perception de soi. La théorie de l'attachement éclaire particulièrement ce phénomène. Une personne ayant un attachement anxieux peut tolérer des comportements déstabilisants par peur de perdre le lien. Une personne ayant un attachement évitant peut minimiser l'impact de ses comportements en se coupant de ses propres émotions. Dans les deux cas, la norme relationnelle s'ajuste à la stratégie de survie affective. Ce qui importe devient la continuité du lien, pas sa qualité. Prenons un exemple concret. Dans un couple, l'un des partenaires consulte régulièrement le téléphone de l'autre, justifiant cela par un besoin de transparence. Au départ, cela provoque un malaise. Puis,
Après plusieurs discussions où la jalousie est présentée comme une preuve d'amour, le comportement est accepté. Il devient une habitude. Celui qui était contrôlé finit par anticiper les vérifications. Il adapte ses échanges. La frontière entre confiance et surveillance se brouille. Le contrôle est devenu normal. La banalisation s'appuie aussi sur la pression sociale implicite. Dans certains environnements culturels, des comportements problématiques sont valorisés. La possessivité peut être interprétée comme de la passion. L'autoritarisme peut être confondu avec de la force. L'humiliation légère peut être vue comme une forme d'humour. Lorsque l'entourage valide ces interprétations, il devient encore plus difficile de reconnaître le caractère problématique de la situation. Le cerveau humain recherche la cohérence. Lorsqu'un comportement négatif se répète dans une relation à laquelle on tient, il est plus simple de modifier son interprétation que de remettre en question le lien. C'est le principe de la dissonance cognitive. Admettre que l'on reste dans une dynamique nocive est douloureux. Il est donc plus confortable de redéfinir la situation. Ce qui était blessant devient acceptable. Ce qui était inacceptable devient une particularité. Un autre mécanisme intervient, la normalisation progressive. Si un comportement légèrement problématique est toléré, il crée une nouvelle ligne de base. À partir de cette base, un comportement un peu plus intrusif peut être introduit, et ainsi de suite. Chaque étape semble marginale par rapport à la précédente. Mais l'écart global par rapport au point de départ est considérable. Cette progression graduelle explique pourquoi il est souvent plus difficile pour la personne concernée de voir la dérive que pour un observateur extérieur. Dans le monde professionnel, ce phénomène est également présent. Des remarques humiliantes peuvent être présentées comme des exigences élevées. Des horaires déraisonnables peuvent être décrits comme un signe d'engagement. Si ces pratiques sont répétées et non contestées, elles deviennent la norme du groupe. Ceux qui souffrent se sentent isolés. Ils pensent ne pas être assez résistants. La banalisation crée un cadre où l'injustice est intériorisée. Il serait simpliste de réduire cette dynamique à une opposition entre toxique et victime. Les relations sont complexes. Les comportements problématiques émergent souvent de blessures, de peurs, d'insécurité. Mais comprendre l'origine d'un comportement ne signifie pas l'accepter comme norme. La répétition transforme la perception. Elle peut anesthésier la réaction morale. Elle peut rendre flou ce qui était clair. Un signe révélateur de cette banalisation est la modification de votre dialogue intérieur. Si vous vous surprenez à justifier régulièrement des comportements qui vous blessent, à minimiser vos propres besoins, à vous excuser pour des réactions légitimes, il est possible que la norme relationnelle ait glissé. Ce glissement n'est pas une preuve de faiblesse. Il est une conséquence d'un mécanisme humain d'adaptation. Il est également utile d'observer la réciprocité. Une norme relationnelle saine repose sur un équilibre dynamique. Si les critiques, les ajustements et les concessions viennent principalement d'un côté, l'asymétrie devient un indice. Lorsque certains comportements sont tolérés chez l'un mais inacceptables chez l'autre, la norme est biaisée. La banalisation transforme la perception du seuil. Ce qui aurait déclenché une réaction immédiate devient un détail. Ce détail, répété, devient un trait. Ce trait, accepté, devient une règle implicite. La relation se redéfinit sans discussion explicite. Et lorsque quelqu'un tente de remettre en question cette norme, il peut être accusé d'exagération ou de rigidité. La résistance à la banalisation est perçue comme un problème, pas comme une tentative de rééquilibrage. Comprendre ces mécanismes ne vise pas à susciter la méfiance systématique. Il s'agit plutôt de restaurer la capacité d'évaluation. Une relation mature peut contenir des erreurs, des maladresses, des tensions.
Mais elle ne transforme pas ces éléments en standards indiscutables. Elle permet le dialogue. Elle reconnaît l'impact des comportements. Elle accepte la responsabilité partagée. La difficulté réside dans le fait que la banalisation agit lentement. Elle ne crée pas de rupture brutale. Elle modifie progressivement la carte mentale de ce qui est acceptable. Et lorsque cette carte change, il devient difficile de retrouver le point d'origine. C'est pourquoi le recul est essentiel. Parfois, il faut se demander si un ami me décrivait cette situation, la trouverais-je normale? En fin de compte, la question n'est pas de savoir si une relation comporte des imperfections. Toutes en comportent. La question est de savoir si ces imperfections sont discutables, ajustables, reconnues, ou si elles sont intégrées comme des normes intouchables. La répétition a le pouvoir de redéfinir le réel, mais le réel peut être réévalué. Peut-être que la prise de conscience commence par une interrogation simple mais profonde. Ce que j'ai appris à considérer comme normal, est-ce réellement aligné avec mes valeurs et mes besoins? Et si certaines choses vous semblent normales aujourd'hui, mais qu'elles vous auraient choqué il y a quelques années, que dit cette évolution de votre environnement relationnel?